Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la guerre en Ukraine a déjà fait un perdant, la France. Nous reviendrons ensuite sur la crise de l'hôpital à l'origine de plus en plus de drames. Et enfin, une page états-unienne avec le portrait du remplaçant de Nancy Pelosi comme chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Face, il gagne, pile, on perd. S'il est difficile de s'y retrouver dans les mouvements militaires de la guerre en Ukraine, un constat semble pouvoir être tiré. La France est une des grandes perdantes du conflit. Bataille sanglante, bataille la plus meurtrière. Au gré des combats qui frappent l'Ukraine, la guerre s'installe comme une norme dans cette partie de l'Europe. Un drame continental opposant à distance deux empires rivaux ancestraux avec au milieu des populations qui trinquent et l'Occident européen qui poursuit son déclin. Après bientôt un an de guerre, l'Ukraine s'enfonce dans un conflit que tout le monde voulait court. Le soutien militaire sans faille de l'OTAN, la durée du conflit et les pertes humaines a fait abandonner à Kiev ses options initiales de négociation. Le discours belliciste des deux camps et les exactions militaires également des deux camps semblent avoir fait atteindre un point de non-retour, d'autant que l'Ukraine dispose désormais d'une aide renforcée de ses alliés. Si l'engagement britannique a été rapide, celui d'autres pays a mis plus de temps. Le Royaume-Uni, véritable antichambre des États-Unis aux portes du continent, apparaît comme l'allié le plus sûr pour Kiev. La France, elle, a tergiversé et Emmanuel Macron s'est même rêvé un temps en agent de paix. Le costume était trop grand et Paris envoie finalement ses canons César et a promis des chars légers. Une aide tardive qui ne range pas la France dans les alliés de choix et qui la coupe d'un potentiel rôle pacificateur. Perdant, perdant. Un sondage New Europe Center, une officine ukrainienne pro-UE, a ainsi réalisé un sondage en décembre qui plaçait Emmanuel Macron en 10e position en matière de confiance accordée aux dirigeants étrangers. Le trio de tête étant composé du très belliciste président polonais Andrzej Duda, suivi du président américain Joe Biden et enfin du commissaire européen Ursula von der Leyen. Pas la cote côté ukrainien et pas non plus côté russe. La politique étrangère d'Emmanuel Macron est perdante sur tous les tableaux. Ce conflit aura consacré le rôle de la propagande à l'heure d'Internet et de l'effondrement intellectuel. Le sketch médiatique est permanent, avec pour dernier épisode en date le président Zelensky, présent en visioconférence au Golden Globe, une cérémonie hollywoodienne, pour affirmer une nouvelle fois que la guerre n'est pas terminée, mais que le vent tourne et que, je cite, « nous savons déjà qui va gagner ». Présomptueux, l'ancienne star de la télé sait qu'il faut dire qu'il va gagner sans en faire trop pour continuer à recevoir de l'aide. De l'autre côté, la Russie use aussi de grosses ficelles de propagande qui prennent moins en Occident où les médias ont pris le parti de l'Ukraine. La guerre des images a aussi vu apparaître une vidéo d'Ukrainiens ou supposés Ukrainiens faisant la fête à Courchevel, montrant l'opulence d'une élite se gavant pendant que son peuple trinque. Outre la difficulté à authentifier la nationalité réelle des personnes présentes, il s'agit de garder à l'esprit que les élites russes ne font pas la guerre non plus et que leurs enfants doivent faire à peu près pareil à Sotchi ou ailleurs. Le récit violemment anti-russe de la majorité des médias ne doit en effet pas pousser à prendre le contre-pied systématique sans aucune raison ni aucun équilibre. Côté français, sauf rebondissement inattendu, ce qui arrive parfois dans l'histoire, l'avenir est sombre. En cas de victoire des forces otano-ukrainiennes, la France ne tirera pas de grands avantages de ce scénario. Elle demeurera coupée de la Russie et surtout elle devra financer la reconstruction d'une Ukraine qui pourrait rapidement être intégrée à l'Union européenne. Une victoire nette du camp otanien intensifierait la tutelle états-unienne, un allié peu amical qui nous impose son gaz de schiste et ses règles bancaires et commerciales. Dans le cas d'une victoire russe, c'est-à-dire le maintien des annexions et une paix signée de manière favorable à Moscou, la France sera aussi coupée de la Russie et devra aussi payer la reconstruction de ce qu'il restera de l'Ukraine. La marge de manœuvre était d'ailleurs très étroite dès le début du conflit. En effet, la France ne pouvait pas prendre position pour la Russie au moment de l'invasion, et si, même après coup, l'Élysée avait joué la carte de l'apaisement, cela pouvait difficilement tenir. Quant à une alliance avec Moscou, elle est illusoire du fait de la dépendance à Bruxelles et Washington, mais aussi du fait de l'opinion française qui ne s'y serait pas résolue. Sans indépendance, Paris s'est assuré de perdre à tous les coups en prenant part au conflit. En se soumettant systématiquement aux États-Unis, les Européens se sont empêchés de régler eux-mêmes les conflits qui touchent leur continent. L'absence de souveraineté économique a aussi rendu l'hypothèse de choix géopolitique à contre-courant de Washington presque impossible. Les discours pro-russes et pro-occidentaux sont des postures ou même des convictions qui appartiennent à chacun mais qui ne doivent pas empêcher de tirer les conclusions objectives de ce conflit. Et si une leçon peut être tirée et admise de tous,
c'est le déclassement de la France. Un hôpital qui tue, c'est la crainte de beaucoup de Français qui assistent à l'effondrement du système de santé. Ces derniers mois, de nombreux drames donnent raison à ces angoisses. Chronique d'un système hospitalier à l'agonie, Élise Blaise. Ils s'appelaient Martine, Claudette ou Jean, des prénoms au milieu de centaines d'autres personnes anonymes. Selon le syndicat SAMU Urgences de France, quelques 150 personnes seraient mortes à l'hôpital au mois de décembre dernier, avec une classification glaçante, mort inattendu. Ces termes font en réalité référence aux décès intervenus dans l'enceinte des établissements de santé sans qu'aucune prise en charge n'ait commencé. Ces patients sont donc souvent décédés avant même d'avoir croisé la route d'un médecin. Une situation intolérable que l'on peut expliquer par l'explosion des hôpitaux, mais aussi par leur déshumanisation progressive à force du surmenage des soignants. C'est ce qu'explique cette infirmière aux urgences de Pontoise, en région parisienne. Quand je dis à un patient que je reviens jamais. Voilà. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal et surtout pas la direction. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Si l'hôpital de Pontoise a pour l'heure échappé au drame, ce n'est pas le cas de tous les établissements en France. À Remiremont, dans les Vosges, au moins 2 familles sont dans le deuil d'une personne ayant succombé à cette fameuse mort inattendue. En 2019, preuve que le naufrage de la santé n'est pas si nouveau, Martine, 69 ans, était entrée pour une simple fracture du col du fémur. Elle ne ressortira pas vivante de l'établissement. Il y a de la tristesse parce qu'on se dit que notre maman, elle devrait être encore là, ça c'est sûr. Encore une fois, les médecins, c'est pas des dieux. On sait très bien qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas tout guérir, ils peuvent pas tout prévoir, mais ils ont quand même une obligation de moyens. Et aujourd'hui, on a vraiment l'intime conviction qu'ils n'ont pas mis tous les moyens en place pour sauver notre maman. Notre maman, nous, c'était une guerrière et on n'a pas le droit de pas se battre pour elle, quoi. Une tristesse mêlée de colère que partage le mari de Claudette, également décédé à Remiremont, après s'être rendu aux urgences pour des douleurs abdominales en 2018. Claudette avait alors 51 ans et aujourd'hui encore, ses proches ignorent les causes exactes de son décès. Le problème aujourd'hui, c'est que une femme de 51 ans qui était en bonne santé, et on n'a pas de réponse sur tout ce qui s'est passé. Au quotidien, ça perturbe toute la famille, ça perturbe mes enfants. Il y a 8 erreurs qu'on a relevées dans le dossier médical et qu'on a présenté. Et nous, pour le moment, on n'a aucune réponse sur ces 8 problèmes qu'on a sortis du dossier médical. Des situations tragiques qui brisent des familles. Au CHU de Dijon, l'été dernier, une autre affaire est venue interroger ce système à bout de souffle. Une patiente de 79 ans, aussi prénommée Claudette, venue pour une fracture du fémur, est subitement décédée quelques jours plus tard, toujours avec sa fracture. Après des reports successifs d'opérations, la patiente aurait été maintenue à jeun plusieurs jours. Elle aurait même confié à ses enfants qu'elle avait faim et surtout soif. Ces derniers craignent donc que leur mère soit morte de déshydratation. Le professeur Emmanuel Bollot, le chef du service de chirurgie orthopédique du CHU de Dijon, était revenu sur ce qu'il avait pudiquement appelé l'évolution non souhaitée de la patiente. Donc cette patiente a effectivement été maintenue à jeun plusieurs jours successifs, mais je peux vous assurer, et cela a été contrôlé, c'est qu'après chaque report successif, des repas ont été commandés, des repas ont été distribués. Des repas commandés et distribués à une patiente pourtant restée à jeun. Des explications d'un responsable hospitalier qui n'ont aucun sens et s'ajoutent au problème initial de manque de personnel. De quoi, comme pour les affaires précédentes, plonger les familles dans encore davantage d'incompréhension, un sentiment que la justice peine à combler. On est vraiment dans... Ça devait être expliqué. On a des trous dans l'évolution de la prise en charge de ces patientes. Et ces trous-là ne sont pas même relatés ou reconnus ou ne serait-ce que, je dirais, constatés. C'est ça notre problème dans ces affaires-là. Et si la situation dans les hôpitaux est exsangue depuis des années en France, il semble que l'effondrement se soit accéléré ces dernières années avec la crise du Covid-19 et sa gestion politique inique, notamment avec la suspension des soignants non vaccinés. Le post-pandémique devient très compliqué à gérer entre les personnels qui ont préféré faire d'autres métiers, parce qu'il y a une crise globale au niveau des paramédicaux qui préfèrent finalement faire autre chose,
Mais ça, les réponses à cette question sont des réponses à temps long. Or là, le problème, c'est qu'on a des agents qui demandent une réponse rapide. Une désertion des métiers de la santé dans les hôpitaux pour échapper à la déshumanisation et à une pression insupportable de la bureaucratie, de quoi pousser inexorablement le pays vers un système de plus en plus meurtrier. Aux États-Unis, le Parti démocrate est désormais dans l'opposition à la Chambre des représentants. Nancy Pelosi ayant décidé de passer la main, les parlementaires de son camp seront désormais menés par une figure encore peu connue, Hakeem Jeffries, portrait de Renaud de Bourleuf. Changement de génération chez les démocrates. Nancy Pelosi, figure de la gérontocratie au pouvoir aux États-Unis, a quitté la présidence de la Chambre des représentants, mais aussi la tête du groupe démocrate, désormais minoritaire. Elle est redevenue une simple élue. À la tête des représentants du parti présidentiel, le Minority Leader est, depuis le 3 janvier, un certain Hakeem Jeffries. Âgé de 52 ans, il est la première personne d'origine afro-américaine à diriger un parti au Congrès. Après une enfance dans un quartier pauvre de New York, il fait des études de politique publique et de droit dans les prestigieuses universités de Georgetown et de New York. Devenu avocat, il se lance en politique et siège d'abord à l'Assemblée de l'État de New York pendant 6 ans. Lors des élections à la Chambre des représentants de 2012, il est élu avec 90% des voix. Un score impressionnant, mais aisé dans une circonscription à la population majoritairement noire et démocrate. Une fois élu à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries demandera au ministère du Travail d'exhorter les entreprises technologiques bénéficiant de contrats gouvernementaux à embaucher plus de diversité. Incarnant plutôt la tendance centriste de son parti, il entretient dans un premier temps de bonnes relations avec les élus républicains. Mais il s'opposera farouchement à Donald Trump. It's because the framers of the Constitution did not want a king, they did not want a monarch, they did not want a dictator, they wanted a democracy. En janvier 2020, il est sélectionné comme l'un des 7 directeurs de la Chambre présentant le dossier de destitution contre Donald Trump lors de son procès devant le Sénat des États-Unis. We are here, sir, because President Trump solicited foreign interference in the 2020 election and corrupted our democracy. Destitution qui n'aboutira pas, mais elle permettra à Hakeem Jeffries d'acquérir davantage de visibilité. Soutenu par Nancy Pelosi, il a été élu à l'unanimité chef des représentants démocrates. La presse américaine ne manque pas de souligner qu'il est le premier noir à diriger un parti au Congrès. De quoi donner de l'ambition à celui qu'on surnomme le Brooklyn Obama.